Clapotis et bienvenue dans la série des personnages Une œuvre. L'objectif de cette série, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir les personnages majeurs, significatifs des œuvres que vous avez au programme de français pour votre épreuve à l'écrit. L'idée, c'est de s'intéresser aux personnages majeurs, mais pas seulement, de s'intéresser aux personnages secondaires et de voir leur signification, leur symbolique, leur portée véritable dans l'ensemble de l'œuvre. Et bien sûr, vous pourrez vous en servir comme argument dans vos lectures linéaires à l'oral, mais aussi comme argument dans vos réflexions au gré de vos dissertations littéraires. Alors aujourd'hui, dans cet épisode consacré à l'œuvre de Madame de La Fayette, la princesse de Clèves, on va s'intéresser à un personnage des plus importants qui n'est autre que le prince de Clèves, le mari de notre fameuse héroïne éponyme. Alors on va le présenter dans l'organisation même du récit et aussi par rapport à sa famille, mais surtout on va s'intéresser au portrait que l'on pourrait dessiner de ce personnage et en quoi il s'inscrit dans cette dynamique tragique de l'histoire. Alors le prince de Clèves, c'est le deuxième fils des 3 fils du duc de Nevers. Et de façon sommaire, puisque c'est une des caractéristiques de l'écriture de Madame de La Fayette, c'est-à-dire en peu de mots, on suffit à suggérer à quoi ressemble un personnage. On sait juste qu'il est beau, valeureux. Et ce qui est intéressant, c'est que Madame de La Fayette précise une chose. Il est beau et valeureux, certes, mais il se distingue sous la plume de Madame de La Fayette des autres personnages, des autres jeunes gens qui sont du même âge que lui, par sa prudence. Donc on voit bien que Madame de La Fayette va orienter l'aspect plus portrait psychologique du personnage. Et d'ailleurs, c'est cet aspect psychologique qui va être une dynamique du récit. Comment le qualifier effectivement ce prince de Clèves et comment il va vous servir aussi d'analyse dans vos sujets écrits? On pourrait dire qu'il est à la fois un mari et un amant. Et c'est ça qui fait aussi la singularité de ce personnage. Et on va expliquer un petit peu cette idée-là. Effectivement, c'est un personnage qui est marqué par les caractéristiques de son époque par rapport au mariage. Il suit ce que l'on pourrait appeler une norme sociale. Il suit cette idée que, à l'époque, au XVIIe siècle, le mariage n'est pas l'aboutissement d'une histoire d'amour, mais est plutôt l'aboutissement, en ce sens que c'est un contrat avec l'autre personne, qui est un contrat social et économique. Donc il suit, on va dire, un peu cette tradition et il sait qu'il doit se marier avec une jeune femme qui lui permettra de respecter ce contrat qu'on a évoqué, un contrat social. Mais en même temps, lui, il se positionne donc parce qu'il n'a pas le choix quelque part dans cette posture de mari, mais en même temps, lui, dans son fort intérieur, il se positionne comme un amant, c'est-à-dire celui qui aime résolument, avec sincérité et qui attend un retour aussi de l'être aimé. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a une posture d'amant parce qu'il a cette conception du mariage, qui fait que pour lui, il faut tomber amoureux de l'autre et qu'il n'y a pas qu'une convention sociale. Et effectivement, le prince de Clèves tombe sincèrement amoureux de mademoiselle de Chartres. Et d'ailleurs, cet amour qu'il éprouve pour elle va perdurer tout au long du récit. Et pour lui, il y a vraiment cette idée que l'amour doit être un amour réciproque et que surtout, cet amour ne doit pas se contenter simplement du respect, du dévouement de sa femme. Pour lui, il y a cette idée justement qu'il faut une véritable inclination au sens vraiment du XVIIe siècle, c'est-à-dire ce fameux mouvement affectif, spontané que vous aviez envers une personne. Or, le drame justement de notre pauvre prince de Clèves, c'est que cette inclination n'est pas une des composantes de la posture de mademoiselle de Chartres à son égard. Il comprend très vite que autant lui est passionné, autant mademoiselle de Chartres, justement, s'inscrit dans cette convention sociale. Elle a énormément de respect pour lui, mais elle n'a pas de sentiments amoureux prononcés.
Et c'est ce qui va être une des composantes de ce personnage, c'est que parce qu'il n'y a pas cette inclination, réciproque, il va être profondément, inquiet, torturé, en quête permanente, d'un bonheur, familial, que d'ailleurs sa femme ne peut pas lui procurer. Et donc il comprend très rapidement d'ailleurs qu'il n'a pas réussi, à toucher son cœur, et il a cette, capacité, d'analyse très, très vive, hein, il est très vite lucide que, cette relation ne pourra pas, conduire à un bonheur, réciproque, tout simplement parce que, la princesse de Clèves ne l'aime pas. Elle le respecte, mais elle ne l'aime pas. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le personnage vraiment tragique de l'histoire, parce qu'il est passionné au sens forme du terme, c'est-à-dire qu'il le souffre dans tous les sens du terme. Il souffre physiquement, moralement, pour preuve, hein, la fameuse scène de l'aveu qui va le plonger littéralement dans une grande douleur et qui va l'entraîner dans ce sentiment, catastrophique, de cette jalousie, mortifère, hein. C'est-à-dire qu'il peut à petit, va, l'anéantir. Et donc, c'est avec un regard, bienveillant et aussi, impuissant que le lecteur, le découvre petit à petit dans ces, sentiments qui vont le déchirer. C'est pour ça qu'il porte en lui, le côté tragique de l'histoire, puisque d'amoureux, amant, il va devenir jaloux, ensuite possessif, et il aura ces comportements presque irrationnels, à tel point qu'il aurait aimé que la princesse lui appartienne totalement, corps et âme. Et on voit bien que, ce qui fait sa richesse aussi en tant que personnage fictif, c'est ce tiraillement, permanent, pardon, qu'il y a chez lui entre cette contradiction de respecter une norme sociale et ce souhait, de respecter, ou de pas de respecter, mais plutôt de viser un amour, idéal. Et toute la tension tragique, dans l'histoire vient certes de la princesse de Clèves et de ses questionnements intérieurs, mais la tension tragique vient aussi de ce personnage qui, petit à petit, tombe dans un drame, personnel. Et le lecteur ne peut qu'assister à ce glissement d'un personnage qui petit à petit, pardon, devient une véritable victime de l'amour. Et c'est les messages aussi que veut faire passer Madame de La Fayette, hein. C'est un personnage, typiquement tragique, classique. Il subit, il est, impuissant, il voit petit à petit son incapacité à faire évoluer et surtout changer le cours des événements. Et on a, cette tragédie, personnelle qui se déroule sous nos yeux et qui n'est pas sans faire penser bien sûr aux tragédies, hein, que l'on retrouve bien sûr dans le genre théâtral, et on éprouve effectivement, une véritable pitié pour ce personnage qui est certainement, parmi les victimes de l'histoire, la première qui est mise en avant. Donc voilà pour ce personnage du prince de Clèves, très attachant, mais qui peut aussi, être, irritant dès lors qu'il éprouve ses sentiments de jalousie à l'égard de la princesse, puisqu'il y a une forme aussi quelque part, par l'instant d'égoïsme, hein. Il ne voit pas, il ne perçoit pas aussi les tourments de sa femme, mais il n'empêche que, par ces différents aspects, il acquiert cette épaisseur psychologique qui fait aussi la richesse du personnage, et donc par sa richesse donne cette richesse aussi à l'ensemble du récit de la princesse de Clèves. N'oubliez pas que l'infographie qui accompagne cet épisode, hein, vous permet de le resituer dans l'économie de l'intrigue, mais bien sûr vous avez compris les tenants et les aboutissants, les adjuvants et les opposants à ce personnage qui fait partie des personnages principaux de l'histoire. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour les autres épisodes consacrés à cette œuvre de Madame de La Fayette, dans la série des personnages d'une œuvre, et je vous dis à très vite sur Clapotis.